Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle vidéo des sorties livresques de mars 2022. Je vous ai fait une petite sélection de mon cru. Mais alors les gars, si vous trouvez pas un titre qui vous intéresse, là je sais plus quoi dire. On va partir très rapidement parce que sinon ça va durer 30 plombes pour une sélection de 49 titres. Je crois que c'est la plus longue, c'est l'une des plus longues en tout cas que je vous ai concoctée. J'ai pas réussi à la réduire plus que ça. En tout cas, je vous présente comme d'habitude les grands formats dans un premier temps, puis les suites, les poches, puis les suites, les mangas et les suites, et enfin les BD et les suites. Alors pour le coup, autant certains mois côté graphique, pour moi en tout cas, avec mes sélections, on fait un peu, voilà, c'est un peu vache maigre. Alors là, pour ce mois-ci, pour cette sélection-ci, il y a des pépites au niveau graphique qui vont sortir, enfin en tout cas qui me donnent super envie. Donc voilà, on y va, si vous êtes prêts, on s'installe tranquillement, j'ai mon petit thé, donc on est parti. On commence avec une sortie le 2 mars chez Albin Michel, il s'agit de Chute libre de T.J. Newman. On est ici sur un roman à suspense, je sais pas trop dans quelle catégorie il est classé, est-ce que c'est un thriller ou enfin bon peu importe. Je vous fais le résumé très rapide. On est dans un vol pour New York, 144 passagers, l'équipage vous dit que ça va bien se passer, sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que le matin même de l'embarquement, la famille du pilote a été kidnappée. On nous dit époustouflant et implacable, les dents de la mer à 11 000 mètres d'altitude. Avouez, ça promet, on dirait un peu, j'avoue, le scénario d'un film catastrophe des années 90, mais je trouve ça tellement palpitant. Franchement, surtout sachant que l'autrice, qui était libraire dans un premier temps, je crois, qui est devenue ensuite hôtesse de l'air, a écrit ce roman lors de ses vols de nuit, enfin... Je trouve ça trop bien. Bref, il me fait super envie. La couverture est un peu kitsch à mon goût, mais en tout cas, voilà, ça promet un roman un petit peu angoissant. J'adore. Quand on parle de kitsch, eh bien toujours le 2 mars est sorti chez Albin Michel le premier tome d'une nouvelle saga. Je pense qu'on peut la classer dans le Cozy Mystery, Cozy Crime. Il s'agit donc des Panthères Grises, le tome 1 intitulé Amour et vieille dentelle de Williams Crépin, aux éditions donc Albin Michel. On s'engage alors dans une nouvelle saga avec 4 mamies un petit peu déjantées qui sont bien plus fans de leur club de théâtre que le club du 3e âge de leur quartier. Elles adorent leurs cours et c'est la consécration quand l'une d'entre elles est d'ailleurs sélectionnée par la police pour interpréter le rôle de la victime dans une vraie reconstitution, et alors que le présumé coupable est en train de l'étrangler pour de faux, les mamies commencent à se dire que potentiellement il y a un mystère qui se trame là-dessous et décident d'enquêter elles-mêmes de leur côté. Bref, voilà le pitch un petit peu classique, mais en tout cas cette couverture un petit peu panthère comme ça, bref, je trouve ça assez sympa. En tout cas j'en ai entendu plutôt de bonnes critiques a priori, donc à voir ce que ça donne si ça vous tente. On continue cette fois avec un titre qui est sorti le 3 mars chez Sonatine. Il s'agit de L'étrange traversée du Sardam de Stuart Thornton. On est ici sur le nouveau titre de l'auteur des 7 morts d'Evelyn Hardcastle, que moi personnellement j'ai découvert dans l'édition 10-18 et que j'avais littéralement adoré. Il m'avait embarqué, j'avais trouvé d'une maîtrise folle ce roman du coup assez comment dire, j'allais dire ovniesque, mais ça n'est pas un mot, donc je vais éviter. Enfin en tout cas je trouve que c'est un petit peu un ovni dans son genre et je suis vraiment ultra curieuse de découvrir ce second titre de l'auteur. Alors pour vous faire un petit peu un résumé très large, on va suivre du coup le Sardam qui est un bateau qui quitte les Indes orientales direction, je crois que c'est Amsterdam il me semble. Donc à son bord on a le gouverneur de l'île de Batavia, sa femme et sa fille, et à fond de cale un prisonnier un peu particulier. Il s'agit du célèbre détective Samuel Pipes, victime d'une sombre affaire. Sauf que vous vous rendez bien compte que ça ne va pas être aussi simple que ça, évidemment, sinon ce serait un petit peu trop bateau. Des événements surnaturels vont commencer à se produire sur le navire et on va parler de superstitions, de sombres secrets. En tout cas, c'est un titre qui est classé aux frontières entre
les écrits d'Arthur Conan Doyle, de Jules Verne ou encore d'Agatha Christie. Moi je vous avoue qu'il ne m'en fallait pas plus de toute façon pour signer, donc c'est évidemment un titre que j'ai rajouté à ma wishlist. On poursuit toujours le 3 mars avec la sortie de Zephyr Alabama de Robert McCammon aux éditions Monsieur Toussaint de l'Ouverture. Alors je vous laisse admirer quelques secondes le travail toujours aussi incroyable de cette maison d'édition. On est ici sur un roman, on se trouve dans les années 60 en Alabama, vous l'aurez compris c'est marqué dans le titre, bref, dans une petite ville idyllique avec un personnage principal qui s'appelle Cory Mackensen qui a 11 ans et qui nous raconte un petit peu son quotidien dans sa petite ville qui lui semble en tout cas absolument parfaite. Le quotidien est tranquille, il y a les usines de papier, bref, la vie se passe relativement tranquillement a priori, mais des événements fantastiques vont commencer à ponctuer un petit peu cette ville et on est ici sur un récit entre rêve et réalité qui nous brosse en vérité l'envoûtant portrait d'un monde sublimé par le regard de l'enfance et son inévitable revers, la perte de l'innocence. Même jour, c'est une sortie jeunesse, on va retrouver Sois beau et tais-toi de Saïd M. Massoud, j'espère que je le prononce pas trop mal, chez PKJ. On va y rencontrer Daniel qui a 19 ans, qui est extrêmement beau, selon en tout cas l'avis de tous les gens qu'il rencontre. Alors certes, il n'est pas forcément hyper intelligent, mais là encore, selon ce qu'on lui fait comprendre, mais il a de l'humour, il a de l'assurance, il a des talents de cuisinier, donc bon gré mal gré, voilà, tout se passe bien, sauf que son père, musulman d'origine pakistanaise et extrêmement traditionnel, voit d'un mauvais œil les choix de son fils un peu trop occidentaux à son goût. Il va alors se mettre en tête de lui trouver une épouse. Comment Daniel va alors réussir à conjuguer modernité et tradition pour trouver son propre bonheur et satisfaire ses proches. Toujours le même jour, le 3 mars, une très belle sortie chez Gallmeister. Il s'agit de La fin des hommes de Christina Sweeney Bird. On est en 2025, une mystérieuse maladie. Comment dire que ça rappelle des petites choses, baptisé le fléau, se répand dans le monde entier et s'attaque principalement aux hommes. Tandis que la moitié de l'humanité s'écroule, les femmes, elles, s'élèvent et réagissent de l'Écosse à Singapour, de la Russie aux États-Unis, et on va rencontrer plusieurs personnages. Donc je regarde mes notes, la docteure McLean qui reste en première ligne des soins aux patients, Catherine, une historienne déterminée à retracer les histoires humaines derrière le fléau, ou encore Dawn, analyste du renseignement chargée d'aider le gouvernement à forger une nouvelle société. Toutes tentent, chacune à leur manière, d'agir face aux conséquences dévastatrices, tant sur le plan personnel et politique que sur le sens de la famille. À la fois épique et intime, La fin des hommes est un premier roman électrisant qui s'interroge sur l'équilibre de l'humanité, ses envies et ses valeurs. Comment vous dire ? La couverture est en plus magnifique, ce qui ne gâche rien, mais vraiment, c'est un titre qui me fait bien envie. Après je sais pas trop dans ce contexte précis là, peut-être pas tout de suite, mais vraiment je le mets de côté. Une nouvelle sortie jeunesse, cette fois le 10 mars, il s'agit du tome 1 de la saga Sorcier, intitulé La source de l'ombre de Maxime Fontaine et Romain Watson chez Gulfstream. Avant même de lire ces titres, vraiment je suis tombée amoureuse de cette couverture et cela ne gâche rien, on m'a déjà recommandé à 1000% de découvrir cette nouvelle saga. On est ici dans le cirque Palazzi, on y assiste un soir, enfin apparemment on le découvre le soir où le chapiteau est incendié et où les enfants sont enlevés par une troupe de clowns invisibles. Voilà, dit comme ça, voilà, ça paraît un peu improbable, mais en tout cas parmi les enfants enlevés, en tout cas je sais pas s'il y en a plusieurs ou un seul, est enlevée la jeune Déa, une jeune fille aveugle, et à ce moment-là, un magicien, une envoûteuse et le marabout du cirque vont partir à la recherche de cette jeune fille. Leur quête va les emmener aux confins de mondes cachés et fantastiques. Reste à savoir si leurs authentiques pouvoirs de sorcellerie suffiront à sauver Déa. On nous promet une aventure au rythme endiablé qui nous emmènera de mystérieux mondes magiques aux catacombes de Paris.
Non mais comment résister? Moi je sais pas. Perso, moi je sais pas comment vous allez faire. Moi c'est sûr il va y passer. Le 9 mars, on va pouvoir retrouver Into the Deep de Sophie Grisel chez Snag. Et alors là, moi je vous dis que rien qu'avec la couverture, je suis en tachycardie. On est à plus de 11 000 mètres de profondeur dans la fosse océanique des Mariannes, au large de l'océan Pacifique, l'endroit le plus profond sur Terre. On va y suivre Sam, qui est un jeune océanologue, qui y découvre une créature qui pourrait bien remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur la science, sur les fonds marins et en définitive sur lui-même. Si vous n'avez pas vu passer ce titre un petit peu partout sur les réseaux sociaux, bah écoutez, tant mieux pour vous. Moi je l'ai vu passer absolument partout. Il s'agit donc de Galante de V. Schwab aux éditions Lumen qui sort toujours le 10 mars. On va y suivre Olivia qui a été abandonnée quand elle était petite fille, donc qui est orpheline, qui ne rêve que d'une chose, c'est d'un jour retrouver en tout cas une famille. Tout ce qui lui reste de sa mère, c'est une lettre ou un journal, je ne sais plus, dans lequel il est écrit qu'elle sera en sécurité tant qu'elle se tiendra loin de Galante. Mais le jour où la jeune fille est invitée par son oncle qui vient juste de la retrouver à venir le retrouver, à venir vivre avec lui dans le domaine de Galante, la jeune fille n'hésite pas longtemps, sauf que quand elle arrive là-bas, elle ne trouve que dans le domaine de domestique et un cousin qui ne semble pas vraiment apprécier tout à fait sa présence, d'autant plus qu'un mystère se trame autour de cette demeure. Les habitants semblent éviter un petit peu comme la peste le mur qui se dresse à l'arrière de la propriété. Que cache-t-il? Quel mal se dresse au-delà et quel secret entoure la disparition de la mère d'Olivia? À vous de le découvrir dans ce conte à la fois glaçant et suprêmement émouvant. Pour les fans de la saga des Chroniques de Bridgerton, alors là vous allez être ravis puisque sort chez J'ai lu le 16 mars le premier tome et le deuxième tome, donc en intégrale, du coup la Chronique des Rokesby de Julia Quinn toujours. On va y suivre une génération avant les personnages qu'on suit dans la chronique des Bridgerton, donc notamment les 8 enfants. Ici dans cette saga, on va plutôt suivre la génération de leurs parents, donc Edmund et Violette, et en l'occurrence dans ce premier tome, ou en tout cas, enfin voilà, dans l'un de ces deux premiers tomes, parce que je ne sais pas exactement lesquels, on va suivre la sœur d'Edmund, qui s'appelle Sibylla, je crois, Sibylla, qui va nous permettre de comprendre comment les Bridgerton se sont retrouvés liés aux Rokesby, du coup qui était une famille voisine. Bref, on est au XVIIIe siècle, dans le comté du Kent, on adore, voilà, si vous aimez vous laisser embarquer comme ça par les petites romances historiques, écoutez, faites-vous plaisir. On retourne côté jeunesse avec une sortie le 16 mars de Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe de Michael Brun-Arnaud aux éditions École des loisirs. On est ici dans la forêt de Belle-Écorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie. Et oui, il a un concept, moi que je trouve trop bien. Tous les animaux de la forêt peuvent être amenés à déposer leurs livres qu'ils ont eux-mêmes écrits dans la librairie d'Archibald Renard pour espérer un jour les voir, voilà, acheter. Bref, jusqu'au jour où Ferdinand Taupe débarque à la librairie puisque Ferdinand Taupe commence à avoir quelques soucis de mémoire et il aimerait pouvoir récupérer le livre qu'il a déposé des années auparavant dans cette librairie, sauf que manque de peau, le livre vient juste d'être acheté et les deux amis vont alors se mettre à la recherche de l'acheteur pour pouvoir récupérer le livre, une quête dans la forêt entre rêve, souvenir et réalité. Bref, c'est quelque chose d'assez cocooning mais qui traite d'un sujet finalement pas si facile que ça. Bref, je trouve la couverture merveilleuse et en plus l'auteur n'est autre que le patron du Renard Doré, je crois, qui est la librairie sur Paris spécialisée en manga et graphique. Bref, vraiment j'ai craqué pour cette ambiance, cette douceur, enfin voilà, je pense que je découvrirai si j'en ai l'occasion vraiment. Le 17 mars, vous allez pouvoir découvrir le nouveau titre de l'autrice de la saga Merciful Crows. Il s'agit de Vania et le loup de Margaret Owen qui sort aux éditions PKJ. On va y suivre l'histoire d'une princesse qui, promise à un prince d'un royaume lointain, se fait accompagner donc par sa nouvelle servante. Sauf que
Au lieu de se mettre au service de la princesse, la servante lui vole sa place et donc la princesse est obligée pendant 1 an d'assumer les basses besognes pendant que la servante vit tranquillement dans le luxe du palais. Mais un jour la tromperie est découverte, la princesse peut reprendre sa place et la servante traîtresse est condamnée à mort. Jusqu'à ce qu'elle livre une version légèrement différente de l'histoire, un récit dont on nous dit qu'il est fait de trahison, d'amour et de cruelle vengeance. Le 17 mars, on va pouvoir découvrir le premier tome de la saga de rouage et de sang, intitulé Les disparus d'Arcantras d'A.D. Martel aux éditions Scrinéo. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette couverture, mais moi je suis fan. On est sur un roman steampunk qui mêle aventure et enquête. On va y découvrir la menace qui plane dans les bas quartiers d'Arcantras, et oui, des enfants semblent disparaître dans des conditions un petit peu étonnante. La rumeur dit qu'une créature mécanique avide de chair humaine rôde et les enlève. Bref, Rowena, du coup, qui est une jeune orpheline passionnée de rouage et de boulons, se moque bien un petit peu de ces rumeurs à la mort moelle-neu. Sauf que quand l'un de ses amis disparaît, donc œil de pirate, dans des circonstances toujours un petit peu étranges, elle va décider de se lancer à sa recherche, accompagnée de son chat à la patte mécanique, Monsieur Gratouille, et son chemin va croiser celui d'un journaliste issu de la bonne société, Eugène Bassompierre, qui s'est vu chargé d'enquêter sur ces disparitions. Que se passe-t-il vraiment dans les bas-fonds d'Arcantras? Découvrez-le avec ce tome 1. Une nouvelle sortie encore le 17 mars, et là je vous avoue que le projet est un peu fou, je trouve. Il s'agit de Pourquoi pas la vie de Colline Pierret, proposé par l'Iconoclaste. Je vous lis le résumé parce que le concept, je le trouve fou et tellement intriguant. Imaginez une destinée heureuse à la poétesse Sylvia Plath qui s'est suicidée en 1963 pour en faire l'emblème des combats féministes d'aujourd'hui. Déjà ça commence ok. Un destin tragique. Durant l'hiver 1963, à Londres, Sylvia Plath, jeune poétesse virtuose, vit seule avec ses 2 enfants. Séparée de son mari, Ted Hughes, un poète de renom dont la carrière a toujours primé sur la sienne, tiraillée entre son rôle de mère et son désir de liberté, elle ne cesse de tomber malade. Un matin, rongée par la solitude et le désespoir, elle met sa tête dans le four et meurt intoxiquée par le gaz. Elle avait 30 ans. Une femme qui fait le pari de la vie. Colline Pierret choisit de renverser son destin. Sous sa plume, Sylvia Plath est sauvée in extremis. Au fil des 4 saisons qui structurent le roman, la poétesse retrouve le goût de l'écriture, impose au père de ses enfants la garde alternée, suit une thérapie et participe à un projet fou, l'adaptation de son unique roman La Cloche de Verre, inspiré de sa dépression en comédie musicale. Avec cette mise en scène radicalement joyeuse et libre, elle signe sa revanche sur la vie. Un emblème des combats féministes d'aujourd'hui, Sylvia Plath est le symbole d'une vie empêchée par les contraintes qui pèsent sur les femmes, même si elle a toujours été habitée par une insatiable frénésie d'écrire. Ce roman répare une injustice en la libérant du joug masculin et en lui permettant de donner libre cours à sa puissance créatrice. J'ai la chair de poule, vraiment. C'est un bel hommage, je trouve, en tout cas, de l'autrice envers cette personnalité. Donc voilà, je suis vraiment très curieuse de le découvrir, et en plus, enfin voilà, la couverture n'est pas en reste, elle est très très colorée, donc on est sur un sujet qui est quand même difficile à la base, et on va y aller, je pense qu'on va aller y chercher la lumière. Enfin voilà, bon bref, j'arrête de blablater, je l'ai pas lu, mais en tout cas vraiment je le trouve hyper intriguant. Le 22 mars, c'est un nouveau titre de l'autrice Laura Trompette que vous allez pouvoir découvrir. Il s'agit de 8 battements d'ailes, sorti chez Charleston. On est ici sur un livre qui va nous parler sororité, et ça fait plaisir. Le destin de 8 femmes aux 4 coins du monde qui va se retrouver liées en 24 heures le 24 avril 2020, jour où le monde s'est subitement mis à l'arrêt. Leurs destins donc vont se retrouver liés d'une façon ou d'une autre. J'ai entendu vraiment de très bonnes critiques sur ce roman, notamment la dernière, je crois que c'était Steph du compte Piketty Bookin, et vraiment elle a été, je crois,
très marquée par ce titre, donc voilà, je me dis si ça vous tente, n'hésitez pas. Laura Trompette, il y avait un titre qu'elle avait sorti qui m'avait fait envie, c'était quelque chose avec les éléphants mais je me rappelle pas, et puis après j'en avais entendu pas forcément de très bons retours, donc j'étais passée à côté entre guillemets, mais celui-ci a vraiment de très bonnes critiques pour le moment. Donc je me dis que pourquoi pas tenter celui-ci. Le 23 mars, vous allez pouvoir découvrir également le premier tome de la saga jeunesse Mal d'Aurore, donc intitulé Les enfants de la légende de Philippe Lechermeyer aux éditions Flammarion. On est ici sur un roman jeunesse conseillé pour les 9-12 ans où on va suivre 5 enfants qui se retrouvent liés aux confins d'une Europe bouleversée alors que la révolution gronde. On est ici sur un grand récit d'aventure teinté de fantastique et rythmé par la musique slave. À découvrir très prochainement du coup. On enchaîne désormais avec les suites en version grand format. Le 2 mars, vous avez pu déjà découvrir le tome 2 de l'Empire d'écume intitulé L'impératrice aux éclados d'Andrea Stewart aux éditions Big Bang. Personnellement, je n'ai pas encore découvert le tome 1, même s'il est juste derrière dans ma pile à lire, mais bref. Le même jour, vous avez pu découvrir également Les douleurs fantômes, qui est un tome 2, attention, de Mélissa d'Acosta aux éditions Albin Michel. C'est la suite de Je revenais des autres. Donc voilà, c'était pas tout à fait clair a priori, j'ai entendu beaucoup de personnes faire la remarque, donc j'ai pensé à vous le redire également. Vous pourrez également découvrir, alors dès le 3 mars, donc c'est déjà sorti quand vous verrez cette vidéo, évidemment, les chroniques de Sainte-Marie, le tome 9, qui s'intitule Jusqu'à la fin et au-delà de Jody Taylor aux éditions Hervé Chopin. Pareil, j'ai le tome 1 dans ma pile à lire et je n'ai toujours pas commencé, mais tout va bien. Le 9 mars, là vous allez pouvoir découvrir aussi un titre, je crois que beaucoup attendent. Il s'agit de Queen of Hearts, le tome 2, donc Blood of Wonderland. Alors, j'ai que les noms en anglais, je suis désolée. Donc de Colin Hawkes aux éditions Snag. Vous savez, c'est la suite, donc c'est le titre qui était sorti et qui en fait était... comment dire, une revisite d'Alice au Pays des Merveilles, ou plutôt de la Reine de Cœur, hein. Vu le titre on le comprend. Bref, c'est la jeunesse du coup de la Reine de Cœur un petit peu réinventée, et c'est vraiment un titre, en tout cas le premier tome a eu des retours hyper positifs, donc voilà, si vous l'attendiez, sachez que le tome 2 donc arrive très bientôt. Vous pourrez également découvrir le 9 mars toujours le tome 2 des Enchantresses, donc Les Disparus de Châteaubriand de Sophie Gliocas aux éditions Hachette. On est toujours sur un roman jeunesse, voilà, fantastique, je pense, ou fantasy, bref, vous avez compris. Donc voilà, j'avais repéré il y a pas si longtemps que ça, hein, que le tome 1 est sorti, mais voilà, si ça vous intéresse, donc le tome 2 est en cours de route. Le 10 mars, vous allez pouvoir découvrir aussi le tome 3 de la collection, un petit peu plus que de la saga Il était une fangirl, donc cette fois-ci c'est Rosie et la Bête d'Ashley Poston aux éditions Lumen. Donc voilà, je ne sais plus du tout les titres des deux premiers, mais il y avait une histoire avec Cendrillon et une autre, mais je me rappelle pas. J'essaierai, si j'y pense, de vous les mettre là, sinon n'hésitez pas à aller voir. Voilà, vous trouverez facilement l'information. Le 10 mars, vous allez pouvoir aussi découvrir, et là je suis assez contente de le savoir, le tome 5 de La Malédiction des Dragon's Blood d'Anne Robillard chez Michel Lafon. Donc Anne Robillard, c'est la maman, c'est l'autrice donc de La Malédiction des Dragon's Blood, mais aussi des Chevaliers d'Émeraude par exemple. Donc voilà, moi j'ai lu le tome 1 de La Malédiction des Dragon's Blood que j'avais bien aimé. Honnêtement, j'avais eu un peu de mal au démarrage, mais ça s'était très bien passé après. Voilà, voyage dans d'autres mondes, bref, enfin voilà, je vous laisse, je vais pas faire le résumé, mais c'était super sympa. Le tome 2 attend dans ma pile à lire aussi, il faudrait que je me dépêche de le découvrir. Ensuite, le 16 mars, on pourra découvrir le tome 3 des enquêtes de Jessica Fletcher, donc qui s'intitule Fête mortelle, de Jessica Fletcher, donc aux éditions City. Alors je fais des grosses guillemets parce que Jessica Fletcher donc est indiquée comme autrice des livres, sauf que c'est un personnage fictif, on est d'accord. Je trouve ça assez étonnant d'ailleurs, ce concept du coup.
de vraiment stipuler du coup les auteurs, les faux auteurs, par leur nom comme ça sur les livres sans spécifier le nom du véritable auteur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre. Enfin en tout cas peut-être que c'est marqué par exemple à l'intérieur du livre, parfois c'est le cas. Mais je veux dire quand on fait des recherches et tout, enfin par exemple sur tous les sites de vente ou même, je crois même que j'ai vérifié sur le site de la maison d'édition, c'est marqué nulle part. On vous dit Jessica Fletcher. Pour le côté fun, on vous met la petite biographie de l'autrice, donc fictive évidemment. Bref, c'est très sympa sur le principe, mais je trouve que pour les gens qui ont véritablement écrit, c'est un peu... Voilà, bref, ça n'est que mon avis, je trouve le concept un peu étrange. Le 18 mars, vous pourrez ensuite découvrir le tome 2 d'un titre qu'on a beaucoup vu passer il y a quelques mois, je crois que c'était fin 2021, qui n'a pas eu que des retours positifs. Donc bon, n'hésitez pas si vous l'avez aimé ou si vous comptez découvrir le tome 2 à me le dire en commentaire, vraiment ça m'intéresse. C'était le titre, genre au nom imprononçable, All Our Hidden Gifts. Voilà, et le tome 2 s'intitule Ce qui nous lie de Caroline O'Donoghue chez La Martinière Jeunesse. Donc voilà, encore une couverture dans le même esprit en tout cas que le tome 1, je le trouve assez sympa. Après voilà, à voir ce que donne ce tome 2. Et pour finir, j'ai repéré pour vous donc le 30 mars la sortie d'un tome 2, donc d'une collection plutôt. Il s'agit des The Queen Council. Donc celui-ci s'intitule De plumes et de flammes de Livia Blackburn et Laurent Laget. Alors je suppose que Laurent Laget est le traducteur en tout cas. Chez Hachette Roman. Donc voilà, on est plutôt dans l'univers ici de Mulan. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets également la couverture du premier tome. Je crois que c'était Rose éternelle ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, on était plus sur La Belle et la Bête. Mais bref, donc voilà, c'est encore une collection d'achats romans sur Disney. Alors moi je dis on n'en a jamais assez, donc pourquoi pas. On poursuit cette fois avec les sorties poche et le 2 mars, pardon, vous pourrez retrouver, enfin vous avez pu retrouver évidemment, le tome 1 de l'Automne des Magiciens, intitulé La Fugitive d'Hélène Perrin-Nerel aux éditions Bragelonne. On va y suivre Octaviane qui est la 8e fille de la reine d'Elgem qui a grandi dans le palais royal et à 16 ans lorsque sa sœur aînée régnante veut la marier, Octaviane va s'enfuir, du coup va mener une vie un petit peu d'errance avant de rentrer dans une école de magie pour commencer à contrôler un petit peu les pouvoirs voilà, qui sont en train de naître chez elle. Elle va d'ailleurs faire la rencontre d'Adalgis, pardon mais c'est compliqué à dire, elle va faire la rencontre d'ailleurs d'Adalgis qui est un chasseur mi-homme mi-lion. Oui ok, je sais pas trop le concept, j'ai pas eu trop l'habitude de lire encore comme ça des humains qui ont des capacités, en tout cas des formes animales, enfin bref, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc elle le sauve d'ailleurs et elle le guérit. Et entre temps elle apprend que sa sœur est morte du coup sans donner d'héritière et que des assassins du coup se sont lancés à ses trousses pour éviter, je suppose, qu'elle réclame un petit peu le trône. Donc voilà, écoutez, je dis pourquoi pas, c'est une sortie poche si vous aimez la fantaisie. Eh bien écoutez, lancez-vous, que dire de plus? Le 2 mars est aussi sorti chez Bragelonne, donc en version poche, un roman de science-fiction cette fois. Il s'agit de Mother Code de Carol Stevers. Donc on est ici sur un roman qui fait 408 pages, donc un voilà, bon roman bien comme il faut. On est en 2049, la race humaine est en péril. Oui, c'est un petit peu le concept en ce moment, j'avoue qu'on est pas mal sur cette thématique-là, donc c'est sympa. Les habitants de la Terre n'ont qu'un seul recours, placer des enfants génétiquement modifiés dans les cocons de robots géants. Après une période d'incubation, ils seront mis au monde et élevés par des machines. Top! L'ultime espoir de préserver la société humaine réside dans ces robots dotés d'une intelligence artificielle qui rend chacun d'entre eux unique, le code mère. Kai est né dans le désert de l'Utah avec pour seule compagnie son robot mère Rosed. Doté des connaissances et des instincts d'une mère humaine, Rosed élève Kai et lui apprend à survivre. Bah déjà sympa moi je trouve, mais à mesure que les enfants comme Kai grandissent, leur mère se transforme également d'une façon que nul n'avait envisagé. Quand les membres survivants du gouvernement ordonnent leur destruction,
Non mais on est vraiment des enfoirés, hein. Kai doit faire un choix, renoncera-t-il au lien qu'il partage avec Rosed ou se battra-t-il pour sauver le seul parent qu'il ait jamais connu? Alors je ne sais pas, la maison précise, je ne sais pas si c'est une vraie info ou pas, donc à prendre avec des pincettes, bientôt un film de Steven Spielberg. Bon, moi je dis en même temps, il y a de la matière à faire un film version Spielberg, ça c'est évident. J'aime beaucoup le principe, j'aime le côté robot et voilà, enfin la race humaine est quand même un petit peu alors je sais pas exactement ce qui se passe, hein, peut-être que du coup les robots deviennent un peu tarés, je sais pas. Mais je trouve que on est un peu des enfoirés quand même. Enfin les robots nous permettent de survivre et nous après on les détruit. Je veux dire, ouais, bon, bref. C'est pas étonnant après que le soulèvement des machines et tout. Enfin bon, j'arrête de blablater. Alors vous vouliez encore un roman du coup d'enquête historique, bref, avec du fantastique et tout et tout et tout. Eh ben écoutez, le roman qui sort, ou qui est sorti d'ailleurs, le 3 mars, franchement, quand je l'ai lu, moi, je sais pas comment je vais faire pour résister. Ça s'intitule La quête de l'Orphanus de Viviane Moore aux éditions 10-18 et je vous lis de suite le résumé. Le temps de la pierre n'est pas celui des hommes, la nouvelle épopée de Viviane Moore. Cette histoire commence il y a bien longtemps, à une époque où légende et réalité se mêlaient si étroitement qu'on ne pouvait les délier. Nous sommes en 960 dans les entrailles de la terre. Dans l'obscurité, quelque chose scintille. J'adore, on dirait pas un mix entre le Seigneur des Anneaux et du coup genre Da Vinci Code ou un truc comme ça. La légende parle de Sauron, le Seigneur des Ténèbres et de l'anneau qui lui conférerait le pouvoir d'asservir le monde. Il a été perdu depuis des siècles. Il vient d'être retrouvé. Est-il caché? Est-il en sûreté? Vous et moi, Robert, nous avons été les témoins de l'histoire. Nous sommes désormais entrés dans l'histoire. Nous sommes au cœur d'une guerre sans fin, pour protéger un secret redoutable, qui pourrait, s'il était révélé, anéantir jusqu'au fondement même de l'humanité. Je suis confronté à quelque chose qui dépasse mon entendement. Découvrez le secret le mieux gardé de l'histoire de l'humanité. Bref, peu importe, je reprends. Une escarboucle. Alors, j'ai cherché, en fait, c'est une pierre. Du coup, c'est un grenat, genre rouge foncé. Enfin, bref, voilà, c'est un type de pierre, une escarboucle. Donc, couleur de vin, d'un vin rouge clair, comme si l'éclat de la neige l'imprégnait, l'Orphanus. Cet orphelin sera garant de l'honneur royal, puisqu'il ornera la couronne du Saint-Empire germanique, puis il disparaîtra, se jouant des hommes, de leurs désirs et de la vanité du monde. Ok, on est sur un genre d'anneau, oui, un peu l'anneau du coup avec sa volonté propre. Bref, sa sinueuse destinée rejoindra de nos jours celle de Sixtine d'Angeli, gémologue et cristallière au cœur du massif du Mont Blanc. Pour Sixtine, tout commence par un homme qui frappe à sa porte en pleine nuit. Un montagnard dans lequel elle reconnaît son grand-père Bartholoméo, tel qu'il apparaissait sur l'unique photo en sa possession. Fantôme ou vision prémonitoire. Ce que la jeune femme ne sait pas encore, c'est que la police des montagnes va lui révéler son grand-père a été assassiné et cette tragédie va ramener Sixtine vers une très ancienne histoire, la mystérieuse cage de fer du Vatican et les trésors de guerre nazis. Non mais toujours plus. Il manque plus que les explosions de partout et on est sur un film d'action, les gars, comme jamais. Des trésors et une pierre qui brillent encore. L'enquête de Sixtine la conduira auprès de l'historien italien Federico Valente, un homme au charme duquel elle aura bien du mal à résister. Au cœur des glaciers des Alpes, entre l'Italie, l'Allemagne, la Bohême et la France, c'est un immense et incroyable voyage que nous fait découvrir l'Orphanus. Du Moyen-Âge au XXIe siècle, le temps de la pierre transcende celui des hommes. Alors, non mais, quand est-ce qu'on embarque? Moi je dis maintenant, tout de suite. Je sais pas, peut-être que vous allez dire oui, alors c'est trop énorme, c'est du vu, du revu.
Mais je sais pas, ce titre il m'appelle, je vous assure qu'il m'appelle. Je sais pas si vous l'avez déjà découvert, peut-être en grand format. Je sais même pas s'il est sorti en grand format avant, mais vraiment, il me fait trop envie. Trop envie. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien à partir du 3 mars, vous avez pu découvrir en version poche un roman qu'on a vu passer partout. Il s'agit de Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister. Alors je ne pourrais pas vous raconter vraiment de quoi parle ce roman, je sais qu'on va suivre Betty qui est une jeune fille donc née d'une maman blanche et d'un père cherokee qui vit avec sa famille et donc ses 7 frères et sœurs et la famille du coup voilà après une période un petit peu d'errance finit par s'installer je crois dans une petite ville de l'Ohio. Et on va nous raconter, donc Betty va nous raconter un petit peu son histoire, son quotidien et également du coup les sombres secrets que cache sa famille. Je n'en sais pas plus et je ne veux surtout pas en savoir plus, je vous dis pourquoi tout de suite, puisque, attention, trigger warning, ce livre est apparemment excellent. J'en ai entendu des critiques absolument dithyrambiques, vraiment. C'est bouleversant, c'est poignant, enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais il y a vraiment des passages extrêmement difficiles à lire. Donc si vous êtes voilà, sensible, au moins allez-y en connaissance de cause. Il y a vraiment des passages extrêmement compliqués avec des sujets voilà, qui touchent aux enfants, au traitement, enfin bref. Voilà, allez-y prévenus en tout cas, mais vous risquez de découvrir vraiment un petit chef-d'œuvre. Donc voilà, moi je sais, je n'ai pas encore franchi le cap d'aller découvrir ce titre, mais vraiment je l'ai noté dans un coin de ma tête parce que je me dis que ce serait bien. J'en ai tellement entendu de belles choses que ce serait dommage de passer à côté. Surtout maintenant qu'il est sorti en poche. Eh bien c'est comme le prochain titre, j'en ai entendu tellement parler que je me dis qu'un jour il faudra que je le découvre. Le 9 mars sort Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher aux éditions J'ai lu. On est ici sur un roman de 480 pages dont on a pas mal entendu parler. Moi d'ailleurs je l'ai découvert grâce à Margot Liseuse qui en a très bien parlé. On est au cœur de l'Écosse au XVIIe siècle je crois. On va suivre une jeune fille qui est accusée de sorcellerie et qui va, en attendant d'être conduite au bûcher, raconter au révérend donc Charles Leslie venu d'Irlande un petit peu les massacres dont elle a été témoin, un petit peu son histoire en fait. Et c'est... voilà, là encore, on est sur quelque chose d'un peu poignant. Alors, je vous lis un petit peu le résumé. Donc, Corag, qui est du coup cette jeune fille donc accusée de sorcellerie, attend le bûcher. Dans le clair-obscur d'une prison putride, le révérend Charles Leslie, venu d'Irlande, l'interroge sur les massacres dont elle a été témoin. Depuis sa geôle, la voix de Corag s'élève au-dessus des légendes de sorcières et raconte les Highlands enneigés. Les cascades où elle lave sa peau poussiéreuse. Jour après jour, la créature maudite s'efface, et du coin de sa cellule émane une lumière, une grâce qui vient semer le trouble dans l'esprit de Charles. Voilà. Mais je me doute fortement que ce livre ne va pas bien finir. Voilà, on se doute un petit peu, on est en plein dans le procès des sorcières, etc. Donc, voilà, Un jour c'est sûr, mais pas encore aujourd'hui pour moi. Mais en tout cas voilà, sachez qu'il sort en poche chez J'ai lu et que c'est apparemment un très beau roman. Donc je voulais vraiment pas le mettre de côté, je voulais voilà, que vous soyez au courant en tout cas qu'il sortait. Toujours le 9 mars, vous allez pouvoir également découvrir Ainsi gèlent les bulles de savon, le titre de Marie Vareille, donc qui sort chez Charleston en version poche. On va encore pouvoir y découvrir des portraits de femmes qui s'entrecroisent. Marie Vareille nous offre encore une histoire donc pleine d'amour, d'espoir et de résilience. Et bien écoutez, si voilà, ça vous tente, n'hésitez pas. Moi j'ai La vie rêvée des chaussettes orphelines encore à découvrir dans ma pile à lire. J'ai lu un de ses titres l'été dernier mais qui était une comédie voilà, romantique, légère, plutôt sympathique. Mais ce petit roman du coup c'est l'occasion de le découvrir en version poche maintenant. Le 10 mars, c'est la sortie d'un titre dont j'avais extrêmement entendu parler quand il est sorti en grand format. Il s'agit du jour où tout a basculé de Julie Buxbaum aux éditions PKJ. On va y suivre Abby du coup qui a fêté son anniversaire au rez-de-chaussée je crois du World Trade Center le 11 septembre 2001. Qui a été donc secourue et dont le visage a fait le tour de la presse puisque
Elle a été surnommée Baby Hope. Et on va suivre en parallèle donc Noah qui lui a perdu son père le 11 septembre et qui tente désespérément de savoir ce que son père a vécu donc lors de ses derniers instants. Et il est un petit peu persuadé de pouvoir trouver des réponses, notamment via le cliché où on voit Baby Hope, et quand 15 ans plus tard, je crois que c'est 15 ans plus tard, Noah s'aperçoit que Baby Hope travaille en fait dans le même camp de vacances que lui, il va essayer de la persuader de se lancer avec lui à la découverte des secrets de ce jour où tout a basculé. J'ai entendu vraiment de très bons retours sur ce titre. J'avoue que le sujet est un peu touchy. Je sais pas trop ce qui va en découler. Est-ce qu'on est sur une histoire, une romance, une pseudo-romance en tout cas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, je me souviens d'avoir entendu vraiment des bons retours. Donc voilà, si l'occasion se présente, je pourrais maintenant le découvrir en version poche. On passe cette fois aux suites en version poche et j'ai sélectionné du coup 3 titres pour le mois de mars. Le 2 mars est sorti donc le tome 2 de Kalam intitulé Les Deux Royaumes de Paul Beorn aux éditions Brajlon. On est encore sur une saga fantasy je crois. Le 3 mars est sorti le 8e tome de la saga Lizzie Martin qui s'intitule cette fois L'héritage de Sir Henry d'Anne Granger aux éditions 10-18. On est ici sur je crois un roman policier un petit peu gothique. J'aime beaucoup en tout cas ce que ça promet. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, maintenant il ne me reste plus qu'à le commencer, mais voilà, je suis légèrement à la bourre parce que si le tome 8 sort, bon ben voilà, je ne sais pas du tout de combien de tomes est fait cette série, d'ailleurs je ne sais pas du tout si elle est encore en cours ou pas. Mais bref, on en est déjà au tome 8. Et pour finir, le 9 mars sort le tome 4 de la saga Sharakai, intitulé Sous les branches d'Adi-Charas, de Bradley P. Beaulieu, aux éditions toujours Brajlon, évidemment, puisque, bref, hein, c'est les pros de la fantasy, donc on y va. Je sais pas du tout ce que donne Sharakai, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent, notamment Emeline de la chaîne Perfect Flow, d'ailleurs qui m'a permis de l'offrir à mon petit frère du coup qui a découvert le tome 1 au moins et qui du coup qui a bien accroché, donc voilà, n'hésitez pas à découvrir cette belle saga je crois fantasy orientale, enfin il me semble qu'il y a un petit peu d'oriental, bref à vérifier, peut-être que je dis une grosse bêtise. Côté manga, eh bien je n'ai repéré que 2 tomes, en tout cas des premières sorties. Le premier, c'est une sortie du 2 mars, il s'agit de Blissful Land, le tome 1 d'Ishimon Izumi chez Nobinobi. On est ici sur un petit manga qui a l'air trop choupinou. Il fait 196 pages, on est au Tibet, au XVIIIe siècle, dans un village au milieu des montagnes. Je vais vous lire le résumé, ce sera bien plus parlant. On va y suivre Kang Zipa, apprenti médecin qui fait la connaissance de sa fiancée, Moshilati, venue d'une contrée lointaine. Pour ses futurs mariés, aussi tendre que naïf, apprendre à se connaître est déjà toute une aventure. Pas à pas, au rythme des cueillettes d'herbes médicinales et des préparations de remèdes ou de plats traditionnels, se tisse le récit du quotidien chaleureux d'une terre qu'on dirait bénie des cieux. Je trouve ça, voilà, hyper doux, hyper sensible, enfin vraiment j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre, ne me demandez pas pourquoi, je trouve que voilà, rien qu'entendre Tibet, 18e siècle, enfin voilà, cette découverte de 2 êtres, mais tout en tout cas selon le résumé qui a l'air tout en douceur, je trouve ça, c'est apaisant. Rien que ça, c'est apaisant. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre. Et le deuxième que j'ai repéré, c'est un titre qui va sortir le 16 mars chez Glénat. Le tome 1, donc L'Oiseau d'or de Kainis de Kazuki Hata. On est ici sur la thématique du coup de la littérature qui est un art réservé aux hommes. Bref, à une certaine époque, c'était vrai. On est ici au début du 19e siècle, à l'est de Gloucestershire. Donc on suit Léa qui a grandi au milieu de livres, inaccessibles pour son cerveau féminin, et se passionne pour l'écriture, un art réservé à la gente masculine. C'est donc sous l'identité fictive d'Alain Wedgwood qu'elle va débarquer à Londres pour faire publier ses ouvrages, se plonger dans le monde littéraire et se faire de nouveaux amis. Que va-t-elle pouvoir découvrir sous sa nouvelle apparence ?
J'adore le concept. On est ici sur une série en 4 tomes qui s'interroge sur le sexisme avec douceur. Donc candide mais lucide, Léa va trouver des réponses à ces questions au fil de ses rencontres londoniennes et vous offrira peut-être une autre manière d'aborder le shoujo. On est ici sur un shoujo, donc notez. Bref, au niveau des suites, eh bien ça va aller vite là aussi. 3 titres repérés. Le premier c'est True Beauty, donc le tome 3 de Yaongi, je sais pas, désolée, chez K-Books, donc qui sort le 2 mars, hein, je sais pas si je l'ai déjà dit, peut-être. Alors je vais pas vous faire le résumé parce qu'on est ici sur des tomes 3, donc Pauline tu t'arrêtes tout de suite. Bref, tout ça pour dire que je ne les ai pas. Non, ça ne fait pas partie de ceux que j'ai achetés en version papier, mais on peut les découvrir du coup puisque à la base c'est un webcomic, donc vous pouvez les trouver sur Google, je sais plus si c'est Webtoon ou un autre site, enfin bon bref, mais j'ai commencé à le lire parce que j'étais pas sûre que le concept me plaise. Et j'ai commencé à le lire et j'ai pas mal enchaîné. Je sais pas trop ce que ça va donner par la suite, mais le début en tout cas j'ai pas mal accroché. Ça a pris des directions que je n'avais pas du tout vu venir, donc je sais pas, peut-être, mais du coup en tout cas moi j'ai repéré ce manga là, il va y passer dans pas longtemps, je vais acheter le format papier. J'ai d'ailleurs arrêté de découvrir la version en ligne pour justement acheter les versions papier. Le 17 mars sortira également le tome 5 de Magus of the Library de Mitsu Izumi, donc chez Kiyun. Je vous avoue que j'ai 1 voire 2 tomes dans ma pile à lire, ou voire 3. Peut-être que j'avais acheté les 3, je me souviens plus. Et je n'ai pas commencé, c'est une catastrophe. Ensuite, pour finir, le 31 mars sortira chez Komiku le tome 9 des Minuscules de Takuto Kashiki. C'est cette, pareil, pas de résumé, mais cette petite histoire avec des êtres tout petits qui vivent dans la forêt et c'est trop mignon. C'est que de la tranche de vie, que des petites historiettes, voilà, vous en avez 5 par tome. Il n'y a pas de gros fil conducteur a priori, en tout cas moi j'ai lu le premier et j'ai cru entendre ça aussi pour les suites. Donc voilà, mais ça fait du bien, c'est mignon, c'est extrêmement beau graphiquement, donc je vous le conseille à 1000%. Ça y est, on attaque maintenant la partie BD et j'enchaîne de suite puisque le 2 mars est sorti chez Sarbacane un titre les gars qui me fait trop envie. Il s'agit des Dames de Kimoto de Cyril Bonin. On est ici sur un album qui fait 112 pages à peu près. On va y aborder les thématiques guerre, amour, fresque familiale, Japon et conditions féminines. Moi je dis ça, je dis rien. Un chef-d'œuvre de la littérature japonaise plein de paradoxes à la fois beaux et cruels, sombres et lumineux, doux et amers. Et le graphisme est totalement fou. Vous pouvez feuilleter, je crois, les premières pages, il me semble, sur le site de Sarbacane et vraiment j'ai adoré. Donc on est, je vous lis le résumé évidemment aussi, le mont Kudo est encore voilé par les brumes matinales de ce début de printemps. La main serrée dans celle de sa grand-mère, Anna franchissait les dernières marches de pierre menant au temple Jison. L'étreinte de la main autour de la sienne lui rappelait que maintenant qu'elle allait être admise comme bru dans une nouvelle famille, elle cesserait d'appartenir à celle où elle avait vécu les 20 années de son existence. À travers le récit des amours, des passions et des drames vécus par 3 femmes de générations différentes, les Dames de Kimoto dressent un tableau subtil et saisissant de la condition féminine au Japon depuis la fin du 19e siècle. Oh, mais... Non mais il a l'air trop bien, il a l'air trop bien. Vraiment... Aïe 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 aïe. Et vous allez voir que les titres que je vais vous présenter, franchement, on passe du tout au tout, mais ils me font autant envie les uns que les autres, c'est fou. C'est fou hein, parce que j'ai passé plusieurs, je ne vous engueule pas du tout, mais j'ai passé plusieurs vidéos à me dire oh là là mais graphiquement il n'y a rien qui m'interpelle, enfin jusqu'à maintenant. Il y avait voilà juste 1 ou 2 titres mais franchement je trouvais ça hyper pauvre au niveau de mes sélections. Bref, et là ce mois-ci mais il y a des titres mais tellement fous qui sortent. Par exemple le 9 mars sort le tome 1 de Lord Gravestone qui s'intitule Le baiser rouge de Jérôme Legris au scénario et Nicolas Siné au dessin et à la colorisation, donc chez Glénat. On va suivre du coup sur 56 pages
une histoire dans la thématique fantastique ésotérique. On suit donc John Gravestone, ou Gravestone, je sais pas trop comment ça se prononce mais bref, fils unique d'un chasseur de vampires tué au combat qui a fait très tôt le vœu de venger son père et de continuer son œuvre. On est ici en amont, je vais pas vous lire tout le résumé parce que sinon on y passerait 30 ans, mais on est ici en amont, en tout cas au niveau de l'œuvre, chronologiquement, au célèbre Dracula de Bram Stoker. Donc voilà, à l'époque pré-victorienne, moi je dis oui. Je sais pas, du coup j'aime beaucoup la couverture. Les graphismes intérieurs, je suis pas sûre à voir, mais en tout cas cette histoire autour de vampires, de chasseurs de vampires, etc. J'adore. Est-ce que je vous ai dit que je me refaisais régulièrement Van Helsing? Non. Et ben voilà. Donc à découvrir, mais en tout cas si vous aimez ce monde un petit peu vampirique et gothique, eh bien allez-y, découvrez. Un titre encore totalement différent, là on prend le contre-pied, mais alors vraiment qui m'intrigue de fou. C'est une sortie le 10 mars prévue chez Jungle. Il s'agit de Se jeter à l'eau d'Elea Bird et Gwenola Morizur. On est ici sur un album de 80 pages. On suit Leila qui vit une vie tranquille et lisse, plutôt voilà, dans un ronron quotidien et tout machin, bref. Et peu à peu, elle va sentir que cette vie un petit peu l'étouffe et elle va essayer d'aller chercher un petit peu des réponses peut-être ailleurs, et peu à peu c'est une succession de rencontres, de signes qui l'amènent à prendre la route, partir en Bretagne sur les traces de sa vie, de ses envies et de son histoire, pour enfin trouver les ressources de bâtir le futur qu'elle désire vraiment, tourner vers le monde, la mer et les baleines. Et là on va parler de baleines les gars, vous pouvez feuilleter aussi quelques pages intérieures sur le site du coup de Jungle, et ah là 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 là, voilà. Si vous aimez les baleines déjà, comment dire, voilà, elle se retrouve en l'occurrence, je vous donne un petit tips là de l'histoire. Je pense pas que c'est un gros spoil, hein, s'ils ont mis ces planches là en découverte, bon voilà. Mais elle se retrouve sur un bateau du coup qui veille à la protection des sites du coup, voilà, de chasse à la baleine. Pour éviter un petit peu ça, et ils vont se retrouver confrontés notamment à un bateau de pêche, ah là 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 là, ça me rend malade, mais voilà, j'aime beaucoup en tout cas le dessin qui dégage. C'est un dessin très actuel qu'on peut retrouver un petit peu, je sais pas à quoi je l'ai comparé quand je l'ai regardé l'autre jour, mais notamment un petit peu au trait d'Heartstopper d'Alice Oseman, ou à une autre BD que j'ai découvert il y a pas longtemps aussi, mais bref voilà, c'est des traits relativement actuels, c'est en couleur hein, évidemment, mais vraiment il me fait super envie. Un autre titre du coup dans la sortie est prévu le 11 mars, il s'agit de Kushi, l'intégrale, donc là c'est la version intégrale qui sort, hein, c'est pas un nouveau titre, de Patrick Marty au scénario et Golo Zhao au dessin, donc chez Dargo. On est ici sur donc un ouvrage de 200 pages qui est conseillé tout public. On est au début des années 80 dans un petit village reculé de Mongolie intérieure. Kushi, orpheline, vit en harmonie avec la nature à l'équilibre fragile. Apparue mystérieusement dans le village alors qu'elle n'était qu'un bébé, elle est considérée comme le mouton noir de sa communauté et est élevée par une vieille chamane. Quand Kushi découvre les agissements de Bold, un bandit local prêt à tout pour s'enrichir au détriment de la steppe et de ceux qui y vivent, une lutte sans merci s'engage entre la jeune guerrière en herbe et cette bande d'escrocs sans foi. Vraiment, mais vraiment il a l'air trop bien, la couverture je l'adore, voilà, je suis déjà plus ou moins hypée de folie. Et alors ça n'est pas pour s'arrêter là, puisque le 16 mars sort, on avait quelques titres passés sur la thématique, mais moi j'adore cette histoire, donc je dis oui. Sort le titre donc Perséphone, le tourment d'Hadès d'Alison Shaw chez Achilleos. Alors attention, je vous le dis tout de suite, selon une phrase qui est notée du coup voilà notamment sur le site de la maison d'édition, on s'adresse ici, c'est une bande dessinée, enfin c'est un ouvrage graphique en tout cas qui s'adresse bien à un public adulte. Je ne saurais pas dire pourquoi. Est-ce que du coup, voilà, est-ce qu'on parle de sexe, est-ce qu'on parle de violence, aucune idée, je sais pas du tout pourquoi. Mais en tout cas c'est ciblé public adulte. Donc faites attention si vous devez voilà, le faire lire ou l'offrir, enfin voilà, renseignez-vous avant.
Bref, on est ici donc sur une BD qui aborde la thématique donc Perséphone et Hadès, hein, notamment moi j'ai là derrière, juste derrière moi, du coup l'Or Olympus, hein, qui est aussi une bande dessinée qui reprend un petit peu cette thématique, hein, du mythe d'Hadès et Perséphone. Ici on est sur un projet avorté d'Apollon qui conduit Perséphone à une rencontre fortuite avec le beau et mystérieux Hadès, lequel est instantanément frappé par la flèche de l'amour. J'adore. À présent, Hadès doit lutter contre son cœur douloureux avant de perdre le contrôle total de ses sentiments, alors que le désir fait également rage à l'intérieur de Perséphone. Voilà, Alison Chou s'appuie sur son amour pour la mythologie pour donner sa version d'un mythe pour un public adulte. C'est ça la phrase. C'est ça la phrase. Du coup, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais pourquoi pas, moi je suis toujours pour, donc pourquoi pas. Ensuite, un titre vraiment, mais qui me tente. On est ici sur une duologie, donc ça c'est une bonne nouvelle, on s'engage pas pour 46 tomes. Il s'agit de Lumière, le tome 1 sur 2, le voyage de Svetlana, de Lilian au scénario. Alors Lilian, je vous rappelle que Lilian, j'ai découvert un titre il y a pas longtemps, c'était en fin d'année 2020, je crois que c'était la petite sorcière avec les cheveux violets là, mais j'ai perdu son nom. Je vous mettrai la couverture ici, qui était vraiment super chouette. Et Sanoé donc au dessin et à la colorisation, d'après l'œuvre de Carole Trébor chez Vent d'Ouest, donc du coup collection chez Glénat. Je vous ai dit le 23 mars, peut-être pas, elle sort donc le 23 mars cette BD. On est ici sur du fantastique, de l'ésotérisme encore, BD tout public, 64 pages, c'est l'adaptation du roman donc de Carole Trébor. On est ici en 1774 à Paris. Dans une lettre posthume, la mère adoptive de Svetlana invite sa fille à rejoindre la Russie pour retrouver ses véritables parents. Au terme de nombreux efforts, Svetlana parvient à financer son voyage dans le territoire des Tsars. Sur les traces de ses origines, elle laisse derrière elle sa vie passée. Bientôt, elle perdra tout ce qu'elle a aimé et débutera une nouvelle existence, faite de magie, de drame et d'amitié. Récit initiatique et fantastique entre la cour du Tsar et les terres enneigées de la Russie du XVIIIe siècle, Lumière propose une aventure sombre, parsemée de terribles rebondissements, une œuvre jeunesse bouleversante qui ne laisse pas indemne. Enfin, je sais que Lilian est un auteur du coup extrêmement talentueux d'un point de vue BDesque, donc je lui fais 100% confiance. J'ai cru voir quelques pages du coup intérieures, quelques planches, et vraiment le graphisme n'est pas pour me déplaire. Donc je me dis oui, pourquoi pas. Dans un autre genre du coup, toujours chez Glénat, sorti prévu le 30 mars en tout cas, il s'agit du tome 1 des Chroniques d'Atlantide, Éoden le guerrier de Stefano Martino. On est ici sur une BD fantasy, action et aventure, 72 pages s'il vous plaît. La folie des hommes, la chute d'une civilisation. On est 29 426 ans avant Jésus-Christ sur le continent oublié d'Atlantide. Bref, on va parler d'un ancien guerrier qui s'est retiré, amoureux de la reine, qui va revenir un petit peu dans le game pour la sauver. Voilà, hein, on va faire un très gros résumé comme ça n'est pas forcément lui rendre hommage, mais franchement, ça a l'air super. Si vous aimez de l'Atlantide, si vous aimez la fantaisie un peu pure et dure, je pense que ça pourrait vous plaire. On est ici sur un premier tome d'une trilogie, ça va. Pourquoi pas, on ne s'engage pas non plus pour un demi-siècle, donc c'est plutôt cool. Et pour finir, le dernier titre qui est une suite, et non pas des moindres, puisque j'ai découvert le premier tome en tout cas de cette série fin 2021 aussi, grâce d'ailleurs, je crois que c'était grâce à Aurélia de Amita Books, ou alors c'est qu'on en avait parlé après, bref je me souviens plus, mais peu importe, je sais qu'elle aime beaucoup cette petite série aussi, et il y a de quoi évidemment. Il s'agit du tome 4 de Pepper et Carotte, de David Revoy aux éditions Glénat, qui sort le 23 mars. On est ici sur une BD qui parle d'une petite sorcière et de son chat Carotte. C'est drôle, c'est doux, graphiquement, visuellement, c'est magnifique, mais c'est magnifique, genre...
voilà, c'est somptueux, c'est tout à fait ce que j'aime au niveau d'un point de vue graphique, donc vraiment j'adore. C'est des œuvres d'art à chaque page, donc je suis fan absolue. Le premier tome je l'ai beaucoup aimé, c'était très doux, très comment dire, c'était drôle, c'était... Bref, il n'y a pas beaucoup de texte mais franchement il en faut pas des masses. Les situations sont trop mignonnes, sont rigolotes, bref, vraiment c'est un coup de cœur pour cette BD. J'ai hâte de me procurer le tome 2 d'ailleurs, je pense que voilà, j'attendrai pas octobre prochain pour le découvrir, mais je suis trop contente que ce projet continue. Voilà, vous pourrez aller voir, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos donc je reviens pas dessus, mais Pepper et Carotte c'est aussi un projet un petit peu particulier, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mettrai le lien évidemment. En tout cas, trop contente que ce tome 4 sorte enfin. Et voilà la vidéo la plus longue du monde. Je sais pas du tout si j'ai été hyper rapide, j'en suis désolée, mais 49 titres les gars, je pouvais pas non plus, voilà. Ça se trouve je dis ça et la vidéo fait déjà plus de 50 minutes. C'est pas impossible. Je suis désolée, le nez me grattait. Bref, donc voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. J'espère ne pas avoir parlé trop à tort et à travers. Je vous ai lu pas mal encore de résumés de maisons d'édition, mais honnêtement, voilà, je me dis au moins pour ceux qui sont un peu compliqués, c'est quand même toujours mieux, étant donné que ce sont des livres évidemment que je n'ai pas lus. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire le livre du coup qui vous fait le plus envie dans ma sélection, le livre que vous pensez que je vais découvrir en premier, pour lequel je vais évidemment craquer sans l'ombre d'un doute. Voilà, ça me ferait super plaisir que vous partagiez ça en commentaire. Et puis si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, de liker, de commenter, de partager évidemment sur les réseaux sociaux en m'identifiant, c'est Lily Littéraire sur Instagram. Voilà, je vous souhaite du coup de merveilleuses rencontres livresques. J'espère que vous ça va en ce moment, que vous faites de chouettes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bien sûr, et je vous fais évidemment plein de gros bisous. Mais vraiment c'était quoi ce vraiment? Bref, le premier c'est True Beauty, oh là là, avec cet accent. Le tome 5 de Magus of the Library de Mitsu Izumi Library. On est 29 426, ouais.